Molt bé. Bona nit a tothom. Benvolguts amics i tots els que en representació d'entitats esteu aquí avui per acompanyar-nos. Són gent compromesa, i això anirà molt bé, per fer la nostra controvèrsia, gent que estan en el tercer sector social, persones que estan interessades de cooperatives, persones que també volen participar en aquest debat, que són persones que d'alguna manera treballen, viuen, discuteixen en el món de l'economia social. També tenim polítics entre nosaltres, pensem que això també és important. Aquí tenim la Laia Bonet, l'Esperança Esteve, que també és de l'equip coordinador. Pensem que polítics i mons de la xarxa, persones del món de la xarxa de serveis socials i d'economia social, és important que avui estiguem tots aquí per debatre. També volia dir que aquí hi ha persones de l'Ateneu Barcelonès, tenim entre nosaltres el president, el senyor Francesc Cabanes, tenim el vicesecretari, el senyor Baratec, i també el nostre company de Junta, que és el Coberro. I també, per destacar, la nostra segona vicepresidenta, que és la Pilar de Torres, que està aquí, que ella també és economista, i ens fa molta il·lusió que també hagi pogut participar, perquè ella, d'alguna forma, també participa del món de l'economia social. Bé, aquesta sessió, que és una sessió que d'alguna manera presentem amb el títol, l'hem presentat a l'Ateneu Barcelonès, en el programa d'activitats de l'Ateneu, diem controvèrsies d'actualitat a debat. Per un nou rumb social i econòmic, 50 propostes d'acció i reflexió. Volem dir i agrair a l'Ateneu que ens hagi d'alguna manera cedit aquest apartat que és de controvèrsies, que l'Ateneu el fa una vegada al mes, amb diferents programes, amb diferents títols, i que d'alguna manera és un espai que, repeteixo, estem contents d'haver-lo cedit. Jo avui aquí tinc l'honor de tenir dos sombreros, dos barrets, de representar per una part a la Junta de l'Ateneu Barcelonès, perquè jo en soc membre, i després també per representar l'Impuls a l'Acció Social, que és l'entitat que d'alguna manera hem impulsat perquè aquest debat es pogués portar a terme. Per tant, a tots els que he anomenat, moltes gràcies, amics i amigues, de voler participar en aquest debat. Aquest debat ens interessa perquè, tal i com dèiem aquí, en el Controvèrsies que vàrem anunciar en l'Ateneu, creiem que és molt interessant debatre un tema que avui plantegem, que en diem per un nou rumb d'economia social i solidària, que per això tenim aquí entre nosaltres l'expert, que és el que ens farà la conferència, que és el Laurent Frés, que ell pertany a una associació que es diu la LABO francesa, que és d'economia i d'acció social. Pensem que és important tenir-lo aquí, ell, entre nosaltres, perquè ens explicarà l'experiència, ens explicarà l'evolució d'aquesta experiència que pensem que és interessant, d'alguna manera, poder aplicar aquí al nostre país. Ells han utilitzat com a element clau la participació i diguem-ne, que la gent hagin fomentat aquesta partició i hagin participat en el que ells estan portant a terme. Primer vàrem fer un estudi que va tenir un disseny que preguntaven a la societat què opinava del món social polític.
Amb aquest estudi no en varen tenir prou i aleshores per poder incidir més en aquesta realitat ells varen iniciar un treball col·lectiu per implicar a centenars d'actors. Aquests centenars d'actors, i per això avui estem molt il·lusionats que estigueu aquí, gent d'aquest món entre nosaltres, eren empresaris, activistes polítics, sindicalistes, gent del món de l'economia social, gent de cooperatives, i en el cor d'aquest projecte col·lectiu ells varen d'alguna manera iniciar l'any 2011 a través de la Fundació L'Elabo, l'associació L'Elabo, que ell hi pertany, varen iniciar tot aquest procés que, tal com us explicarà ell, ha estat molt interessant i ha fet una evolució que d'alguna manera val la pena que la tinguem en compte. Nosaltres, els objectius que han mogut el nostre grup, el grup que coordinem aquest fòrum, han estat tres els objectius que ens han mogut a fer i a propiciar aquest fòrum. En primer lloc, volíem fer una crida a la sensibilització per construir una nova alternativa, fomentada en l'economia social i solidària. Evidentment direu, teniu com un marc i unes pretensions. No, nosaltres pensem que això cal anar-ho treballant pas a pas per anar ampliant el cercle de persones interessades en aquesta qüestió, que nosaltres la trobem cabdal i molt interessant. El segon objectiu era explicar i debatre amb vosaltres la utilitat de l'economia social i solidària. I en tercer lloc, pensem, volem, desitgem, sensibilitzar i influir a qui pren les decisions polítiques en relació a aquestes temàtiques. Aquests eren els tres objectius que nosaltres ens vàrem proposar al iniciar i al fomentar aquesta xerrada. L'economia social i solidària vol demostrar que encara que partim d'una crisi econòmica important, al nostre país, a França, aquí també, i és important, es pot construir un model que tingui un nou projecte de societat. L'economia cal situar-la al lloc que li correspon, emmarcada en un conjunt d'instruments i mitjans al servei del benestar de tothom. Això pensem que és important. El doctor que ens acompanya, Laurent Freix, en la seva al·locució, que és un membre destacat d'aquesta associació que hem dit que es diu l'Elabo, en la seva al·locució ens presentarà les 50 propostes de forma sintetitzada, però per indicació nostra, de les persones que d'alguna manera propiciàvem aquest debat, ell farà especial accent, posarà especial accent en les relacions amb la governança, en l'emprenedoria social, en la cooperació i el mutualisme, en la importància de la gestió local, en la proposta de l'Estat com a inversor social i en la banca. Evidentment, i tal com he anunciat aquí, això és un acte de controvèrsies. Per poder tenir debat i fer les controvèrsies, hem convidat aquí altres persones també amb experiència i interès sobre aquesta matèria, perquè puguin debatre amb el ponent. Aquestes persones són, començant per allà, Sebastià Sarassa, economista, un amic que fa anys que està posat en el món de l'economia i també de l'economia social. Ell és, en aquests moments, està com a professor de la Universitat Pompeu Fabra. Al seu costat hi ha l'Isabel Vidal, catedràtica de Teoria Econòmica, que també és professora de la Universitat Central. I a continuació, Rafael Hinojosa, que fou diputat, que també pertany al grup coordinador de l'impuls a l'acció social que fem aquests debats una vegada al mes, i ell fou diputat especialitzat en qüestions socials i expresident del Consell Econòmic i Social de Catalunya. També ens acompanyen, tal com hem dit aquí a les dues primeres files, persones expertes i interessades en aquesta temàtica, en les quals hi hem demanat que fessin preguntes, que aportessin, que la moderadora d'alguna manera coordinarà, perquè entre tots puguem intervenir en el col·loqui, ens pugui ser profitós i d'aquest en puguem d'alguna manera fer que en sortin d'altres. Moltes gràcies i comencem l'acte.
No, això ho fem bé. Va, després ho diràs tu. Va, ja podes empezar. Toma, tenemos que repartirnos-lo. Bona tarda. Només una qüestió de pràctica d'auriculars és per les cadenes. En la 1 hi ha la traducció al català i 2 al francès. D'acord? Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être accueilli ce soir par Athénaou et le forum du débat social. Je tenais à les remercier de cette invitation. Je tenais aussi à remercier Christina pour l'organisation de ce débat et l'accueil. Et j'ai le plaisir aussi de voir et de pouvoir débattre avec des amis collègues de l'université comme Isabelle Vidal et d'autres collègues sur ce travail auquel j'ai contribué, qui sont les 50 propositions pour changer de cap l'économie sociale et solidaire face à la crise. Je suis désolé de ne pas parler le catalan et donc je remercie à l'avance les interprètes également pour la traduction. Pour ceux qui comprennent le français, il y a un PowerPoint qui explique ma présentation. Je suis chercheur, mais j'ai participé au travail du labo de l'ESS, qui est plus un think tank, une sorte de laboratoire d'idées, qui a été créé par Claude Alfandéry, qui est un résistant, un vieux monsieur qui a résisté pendant la guerre et qui est une figure emblématique de l'économie sociale et solidaire en France. Ami de Stéphane Hessel, de Edgar Morin, c'est la même génération de ces personnages humanistes qui sont encore très actifs. Ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'un travail collectif. Avec une centaine d'acteurs, de contributeurs, à la fois acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi intellectuels, syndicalistes, hommes et femmes politiques. Et l'idée, cette initiative, c'est au moment où il y a eu la crise, au début, 2008-2009, la crise financière, il y a eu l'idée de prendre une initiative dans ce contexte historique où les représentations dominantes de l'économie étaient ébranlées, où les habitants et les populations perdaient confiance, d'une certaine manière, avec le système économique, en disant « Est-ce que l'économie sociale et solidaire, ces acteurs, ont quelque chose à proposer de positif pour être aussi un acteur des solutions à la sortie de crise ?» L'idée a été de travailler en rassemblant les différentes sensibilités françaises de l'économie sociale et solidaire. Et comme vous l'entendez peut-être par rapport à l'Espagne, je parle d'économie sociale et solidaire parce que justement tout ce travail a cherché à rassembler, je vais l'expliquer, différentes tendances pour faire des propositions à l'ensemble de la société. Donc l'idée était de faire des propositions. Donc vous n'êtes pas uniquement dans une posture de dénonciation, de critique qui est nécessaire, mais aussi de construction d'une vision prospective et d'un certain nombre d'esquisser des possibles solutions. Alors, comme je l'ai dit, on est dans un contexte français. Je suis sûr que les collègues expliqueront les différences avec le contexte espagnol. Ça fera sans doute partie de notre discussion, à la fois la différence entre l'économie sociale et solidaire à la française et à l'espagnole ou à la catalane, et la différence aussi du contexte de la crise et des politiques qui sont menées chez vous et chez nous. Donc j'insiste tout de suite que ces propositions ont été construites dans le contexte français des années 2009-2010 et les choses ont évolué aussi depuis. Alors on a rassemblé les trois tendances, trois sensibilités de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale qu'on pourrait qualifier d'historique, qui regroupe les coopératives, les mutuelles et les associations, et qui se retrouve dans une approche statutaire autour de principes de gestion et de principes d'organisation commune. Pour aller vite, je ne vais pas les rappeler parce que c'est connu, c'est d'une certaine manière des organisations économiques privées, non capitalistes, et cette approche statutaire permet de produire en tout cas des statistiques en France qui donnent le poids socio-économique de ces entreprises. Aujourd'hui, on compte à peu près 230
organismes employeurs, entreprises ou établissements, 230 000, pardon, et pour 2,3 millions d'emplois dans les différentes organisations de l'économie sociale et solidaire, soit environ 10% de la population active. Ça, c'est quelques éléments statistiques de rappel. Peut-être que l'originalité de ce travail de proposition a été aussi de travailler avec de nouvelles approches qui souvent sont un peu en concurrence, mais là l'idée c'était justement, face à un choc externe de telle taille, il ne s'agit pas de rentrer dans des batailles internes, mais vraiment de se projeter face à l'avenir. Donc il y a aussi l'approche plus de l'entrepreneuriat social qui est plus modeste, plus nouveau. Je sais que ça intéressait un petit peu. Ce sont plutôt des entreprises qui insistent sur la finalité sociale et écologique de la production. Donc on est moins sur une finalité aux membres des associations ou des coopératives, mais véritablement une finalité à un bénéfice collectif en direction de la société. Ce sont aussi des initiatives des entreprises qui ont expérimenté des formes de labellisation. On peut penser à tout ce qui est produits bio, on peut penser à la finance solidaire, on peut penser au commerce équitable, c'est-à-dire qu'ils insistent plus sur des processus de labellisation des produits ou des processus de production pour qualifier une activité de solidaire, de durable ou d'équitable, plus que sur le statut, et un peu moins sur le statut de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises dans ce giron qui ont un statut classique, mais qui ont quand même une activité économique à finalité sociale ou environnementale. Et puis ils insistent aussi sur beaucoup le leadership, le côté entrepreneur, qui plaît aussi un peu aux écoles de commerce. Et donc voilà, c'est une tendance qui fait débat, mais on a essayé d'associer plutôt que d'exclure. Et puis il y a la tendance solidaire. Là, l'idée du solidaire, c'est plus une idée d'initiative de citoyenneté économique, de regroupement d'habitants, de professionnels, d'acteurs qui essayent de répondre localement à des besoins. Le message de l'économie solidaire, il est de dire que l'économie, ce n'est pas qu'une affaire d'entrepreneurs et d'entreprises, c'est aussi une affaire de citoyens dans ses actes de la vie quotidienne, dans sa manière de consommer, dans la manière de se transporter, dans la manière de se loger. Il peut aussi, à un moment, avoir de l'influence et peser par ses choix. Donc l'idée, c'est plutôt là des initiatives qui viennent du regroupement d'habitants ou de citoyens, et avec une vision plutôt critique aussi sur le modèle dominant économique. Donc c'est un versant plus critique sur le modèle économique dominant. Bref, l'idée, c'est d'avoir rassemblé ces différentes sensibilités dans une approche commune qu'on pourrait qualifier d'une approche d'économie plurielle, pour reprendre le terme de Jean-Louis Laville, qui lui-même s'est inspiré de Karl Polanyi. Et c'est de dire qu'il faut, par rapport à une vision un peu réductrice de l'économie, notamment que, d'une certaine manière, le capitalisme financier et le néolibéralisme a cherché à un peu imposer, qu'il y a une pluralité de formes d'entreprendre et d'entreprises qui doivent être reconnues dans la société, qu'il y a une pluralité de modes d'allocation des ressources qui fait que l'économie ne se réduit pas au marché, mais elle ne se réduit pas aussi à la redistribution. Il y a aussi des formes de coopération, de dialogue, de négociation dans les territoires ou sur des filières d'activité qui peuvent contribuer au partage de la valeur ajoutée, par exemple, et l'économie sociale et solidaire peut y contribuer. Et puis il y a une pluralité d'indicateurs de richesse qui fait que le bien-être des sociétés ne se réduit pas uniquement à la question de la croissance et de l'amélioration du produit intérieur brut, mais il y a d'autres indicateurs. Voilà, donc cette idée de pluralité va des motivations individuelles pour produire, consommer et échanger jusqu'à des indicateurs plus macroéconomiques. Alors, le diagnostic de l'économie sociale et solidaire face à la crise, c'était de se dire aussi que la crise, c'est à la fois des opportunités, mais c'est aussi des menaces potentielles pour l'économie sociale et solidaire. C'est les deux. Et que, comme dans tout processus de destruction créatrice, il faudra que les organisations plus institutionnelles, avec les plus innovantes, également peut-être se positionnent et se transforment elles-mêmes pour pouvoir transformer et proposer des choses positivement. Alors, quelles sont les opportunités ? Il nous a semblé que les opportunités, c'est de faire des acteurs de l'économie sociale un acteur clé de la transition écologique, avec l'idée que ces acteurs sont à la fois, proposent une offre, notamment de biens et de services plus durables,
notamment par exemple sur la récupération et la valorisation des déchets, sur la production d'énergie renouvelable, sur un certain nombre de secteurs de pointe, mais agissent aussi sur la demande. L'idée, c'est qu'un monde plus soutenable, ce n'est pas uniquement de l'innovation technologique et de nouveaux systèmes, des infrastructures productives, ça passera aussi par des changements dans les modes de vie, les modes de consommation, les modes d'habitat, les modes de transport, et donc il faut agir aussi sur la demande. Et l'économie sociale et solidaire est positionnée sur les deux, sur l'offre et sur la demande, à la fois sur une nouvelle offre, mais aussi sur les changements de comportement. Deuxièmement, acteur clé de l'innovation sociale, on y reviendra. La crise, c'est aussi la nécessité d'inventer de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'entraide, de répondre à des besoins sociaux qui sont aujourd'hui criants. Et là aussi, il y aura des nouvelles formes d'organisation, les nouvelles formes de réponse à inventer, et l'ESS peut y contribuer. Enfin, il y a l'idée que l'économie sociale et solidaire, c'est un acteur clé de la citoyenneté économique. Et je crois que la situation historique dans laquelle on est, c'est que souvent, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce sont des acteurs qui posaient la question des rapports entre démocratie et économie au niveau microéconomique, au niveau d'une entreprise, au niveau de la participation à la gestion, au niveau de la participation des usagers à un service social, etc. La crise d'aujourd'hui pose la question de la démocratie économique au niveau macroéconomique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on se retrouve presque dans une situation un peu polanyienne des années 30, où il y a un divorce entre la démocratie et l'économique, et où les citoyens, de par leur vote, ont l'impression d'avoir pas plus de prise, et que les gouvernants n'ont plus de prise sur l'évolution des systèmes économiques. Et donc, le débat qu'il y a eu, la prise d'initiative, c'était qu'il nous semblait qu'il y avait une sorte, avec la crise, de balancier entre marché financier et État, et les citoyens n'avaient pas leur mot à dire dans les grands choix économiques qui étaient faits, alors qu'ils étaient profondément affectés au quotidien, dans leur vie quotidienne, et quelle est la place, effectivement, des habitants dans la prise ou dans les grands choix qu'ils ont à faire. Et donc là, la question de la démocratie économique est au cœur de ce qu'il nous semble on vit en Europe, mais à un niveau aussi macroéconomique. Mais la crise, c'est des opportunités, c'est aussi des menaces. J'en signalerai 3, il peut y en avoir d'autres. Il y a le risque que l'économie sociale et solidaire ne soit réduite qu'à un rôle d'amortisseur social, de prise en charge des victimes, justement, de l'accroissement des inégalités sociales, de l'accroissement de l'exclusion sociale, de l'accroissement de la pauvreté et du chômage qui sont produites par la crise. Il y a le risque de l'instrumentalisation par les pouvoirs publics, soit pour transformer les politiques sociales, soit pour, par exemple, dans le cadre des politiques de l'emploi, dans des stratégies d'ajustement en fait conjoncturelles ou structurelles d'un certain nombre de politiques. Et puis il y a le risque de la banalisation. Et il est vrai qu'au moment de la crise bancaire, les banques coopératives et mutualistes n'ont pas fait véritablement marque de leur différence dans la question à gérer le risque, dans la question à ne pas être, à protéger finalement ces épargnants et les dépôts des risques financiers et bancaires. Et donc du coup, on a plusieurs risques qui peuvent affecter également l'économie sociale et solidaire. Alors, quelles propositions, pour en venir aux propositions? Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une politique spécifique de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Autrement dit, les 50 propositions, elles ne proposaient pas une loi cadre pour l'économie sociale et solidaire, comme il y en a une, je crois, en Espagne, comme le nouveau ministre français de l'économie sociale et solidaire, avec les acteurs, est en train d'en construire une nouvelle. C'est-à-dire, ça, c'est une politique spécifique pour les acteurs. Non, l'idée, c'était, est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent faire des propositions à l'ensemble de la société, des acteurs économiques et sociaux. Donc c'était un peu plus ambitieux, peut-être un peu utopique, mais c'était l'intérêt de l'exercice. Donc l'autre positionnement, c'était de dire qu'on ne peut plus être, comme un peu avant la crise, sur un positionnement un peu minimal, qui était parfois tenu par un certain nombre d'acteurs qui disent « nous, ce qu'on vise, c'est à la reconnaissance des entreprises d'économie sociale sur le marché, au même titre que les entreprises classiques ». Ça, ce n'est pas à la hauteur des enjeux au moment où justement la question de la remise en cause du marché peut se poser. Donc l'idée, c'était... Okay, très bien. L'idée était plutôt qu'il faut aussi essayer d'influencer modestement, parce qu'avec d'autres, les régulations socio-économiques et d'interroger le modèle de développement.
Donc ce n'est pas uniquement une politique centrée sur la création d'entreprises, le soutien à l'économie sociale et solidaire, c'est aussi comment on peut toucher les régulations, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'on en discutera dans le débat, il y a toute une série de politiques qui sont liées à la crise, qui affectent concrètement les initiatives au niveau microéconomique. Je tiens à le dire encore une fois, j'ai déjà dit, mais c'est des propositions qui ont été élaborées en France, pas en Espagne, ni en Catalogne, et qui ont été élaborées en 2009-2010, avant la généralisation des politiques d'austérité au niveau de l'Union européenne. On était encore au début de la crise où, dans un certain nombre de pays comme la France, il y avait des politiques de relance. Et donc la perspective était assez différente de celle qu'il y a aujourd'hui en termes des politiques macroéconomiques. Et ça, il faudra en tenir compte, évidemment, dans les propositions que je présente. Alors, je vais vous présenter quelques propositions des 50, parce que ce serait beaucoup trop long, qui m'ont été un petit peu demandées par l'équipe du forum. Donc, je vous inviterai, si vous êtes intéressés, peut-être dans le débat, il y aura d'autres thématiques qui sortiront, mais on n'est pas non plus exhaustif. Une première proposition qu'on a faite, c'est de créer un fonds d'innovation sociale. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les gouvernements ont beaucoup insisté sur l'investissement dans l'innovation technologique, à la fois comme un outil à long terme de sortie de la crise. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a beaucoup de soutien à l'innovation technologique et il n'y a pas de prise en compte suffisamment de la nécessité d'inventer et de soutenir les nouvelles formes de solidarité, les nouvelles réponses à des besoins sociaux qui vont être inventées, qui sont en train d'être inventées. Et que ça doit être aussi faire partie des solutions, et il doit y avoir une reconnaissance et un soutien de ces alors c'est une thématique qui aujourd'hui au niveau de l'Union européenne commence à avoir un certain nombre d'échos, et c'est une des propositions qui a eu un débouché, puisque dans le cadre du grand emprunt qui a été fait en France en 2009, il y a eu la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour à la fois soutenir de l'expérimentation, permettre à des initiatives de changer d'échelle ou permettre à des initiatives d'essaimer, qui ont réussi, de pouvoir être essaimées dans d'autres territoires. Reste que cette proposition ne se posait pas encore la question de l'innovation sociale. Est-ce qu'on était dans une version faible ou dans une version forte de l'innovation sociale? Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de l'austérité généralisée, c'est une question qui se pose. Une version faible de l'innovation sociale, ça peut être tout simplement comment répondre à des besoins bien identifiés, sociaux bien identifiés, de manière plus efficace, avec moins de moyens, puisqu'on est dans des situations de réduction des dépenses sociales et de crise de l'État-providence. Il y a une tentation qui existe de se dire soyez innovants, c'est-à-dire continuez à répondre à autant de besoins sociaux avec moins de moyens. Ça, c'est le risque de la version faible. La version forte, c'est de dire que l'innovation sociale doit aussi permettre une transformation des rapports sociaux et une réduction des inégalités, un renforcement de la capacité des acteurs à agir économiquement et dans l'espace public. Et ça, c'est une version forte, je dirais, de l'innovation sociale, mais qui se pose avec plus d'acuité maintenant, en 2012, qu'elle ne se posait en 2009-2010. Deuxième thématique que j'aborde, c'est l'idée de relocaliser l'économie à l'heure de la globalisation. Et là, l'économie sociale et solidaire peut apporter sa contribution de plusieurs manières. D'abord par la reprise d'activité d'entreprise, non seulement sous la forme peut-être connue et classique de la reprise par les salariés sous forme coopérative d'un certain nombre d'entreprises en difficulté, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des formes de reprise d'entreprise qui sont plutôt liées à des partenariats entre entreprises de l'économie sociale, PMI, PME ou autres entreprises plus classiques et les collectivités territoriales. Il y a des formes partenariales plus intéressantes qui se passent. Il y a l'idée de renforcer et de développer les circuits courts. L'économie sociale et solidaire a été notamment, par exemple, je pense, sur la distribution de produits alimentaires bio, a expérimenté un certain nombre de circuits du producteur au consommateur qui ont essayé de réduire notamment le nombre d'intermédiaires sur un certain nombre de produits ou de biens et de services. Il y a la mobilisation de l'épargne de proximité à un moment où les épargnants s'interrogent sur comment leur épargne est utilisée par les banques, sur quel projet, sur quelle forme d'investissement. Et là, il y a un certain nombre d'exemples intéressants.
Et il y a l'idée de maintenir un certain nombre de services d'intérêt général aux populations, notamment dans un certain nombre de territoires ruraux, semi-urbains ou en difficulté. Et là, il y a une capacité aussi de l'économie sociale et solidaire de soutenir cette relocalisation d'une partie de l'économie. Dans ce chapitre, et le labo travaille là-dessus, il y a l'idée de développer des pôles territoriaux de coopération, parce qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont lieu en France. Qu'est-ce qu'un pôle territorial de coopération? Ce sont une sorte de clusters durables et solidaires, où on retrouve à la fois des entreprises de l'économie sociale, mais aussi des partenariats avec des centres de recherche, des entreprises plus classiques ou des collectivités territoriales pour développer des projets économiques au niveau des territoires. L'idée de ces pôles-là, c'était de faire un petit peu une réaction à, je suis sûr que vous avez des dispositifs comme ça, des pôles de compétitivité, où là encore les gouvernements publics ont mis beaucoup d'argent pour soutenir plutôt des grandes entreprises dans des partenariats avec les universités et les centres de recherche, plutôt sur de l'innovation technologique, de la réindustrialisation, sur des filières à haute valeur ajoutée. Voilà. Et ils ont mis de côté, l'idée c'est que ça met de côté toute forme de coopération économique territoriale sur plutôt des services au service d'un développement local durable et qui prennent en compte mieux les PMI, PME, qui prennent en compte mieux l'économie des services et qui prennent en compte mieux les besoins des populations sur les territoires. Alors, j'ai un certain nombre d'exemples, peut-être qu'on pourra en parler pendant le débat, de ce type de pôle qui nous semble intéressant de soutenir, qui sont très divers, mais l'idée, c'est que ça permet de changer d'échelle pour des initiatives de l'économie sociale et solidaire qui sont souvent de petite taille, et de mieux résister d'une certaine manière et à la concurrence, mais aussi à la crise, en mutualisant et en coopérant, et aussi à s'ouvrir à d'autres acteurs économiques sur les territoires. Autre chapitre, autre proposition, développer une finance solidaire et responsable. Donc là encore, l'idée n'a pas été de dire il faut soutenir la finance solidaire. On sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives ces 20 dernières années, je suis sûr en Espagne, peut-être en Catalogne aussi, comme en France, sur des produits qui luttent contre des initiatives qui luttent contre l'exclusion bancaire et qui essayent aussi d'offrir des produits financiers qui permettent de diriger l'épargne vers des activités économiques à utilité sociale et environnementale. L'idée, c'est d'aller plus loin. Et là, il y a deux propositions qui sont peut-être un petit peu offensives, mais c'était ça l'esprit des 50 propositions, celui de créer un livret d'épargne solidaire grand public, comme il y a par exemple en France un livret A, qui est le principal produit livret d'épargne qu'utilisent les Français et dont une grande partie du financement sert à financer le logement social. Là, l'idée, c'est d'avoir un produit d'épargne pas spécifique, petit comme l'épargne solidaire, mais qui soit proposé au grand public, et une partie de cette épargne puisse être allouée pour financer des prêts à des projets économiques d'utilité sociale ou écologique. L'autre proposition, c'est d'avoir une autre relation entre banque et territoire, avec l'idée de s'inspirer du Community Reinvestment Act américain. L'idée, c'est d'avoir des mécanismes réglementaires et fiscaux incitatifs qui permettent à ce que les banques soient à la fois plus transparentes sur comment elles utilisent l'épargne et les dépôts locaux, où est-ce qu'elles investissent l'argent, mais surtout de les inciter à réinjecter sur les territoires où elles collectent l'épargne, cet argent, soit pour les PMI-PME, soit, PMI-PME, c'est petites et moyennes entreprises, pardon, soit sur des projets d'économie sociale et solidaire à finalité sociale. Donc là aussi, vous voyez, l'esprit des 50 propositions, ce n'est pas des propositions pour soutenir l'économie sociale et solidaire, c'est comment on peut essayer de généraliser un certain nombre de mesures à partir des valeurs et des pratiques à l'ensemble des acteurs économiques, y compris bancaires ou financiers. Alors, les obstacles sont nombreux, mais l'idée, c'est déjà d'être dans l'état d'esprit et ce chemin-là. Autre chapitre, avec quelques propositions, là encore, c'est sur la gouvernance des entreprises. L'idée, là encore, c'est de renforcer la participation des salariés et d'autres parties prenantes dans la gouvernance des entreprises pour, d'une certaine manière, rééquilibrer ou essayer d'éviter les dérives liées à la corporate governance ou aux excès de la création de valeur pour l'actionnaire qui ont pu conduire à effectivement un partage déséquilibré des profits et des bénéfices d'un certain nombre de grands groupes. Donc là, l'idée, c'est simplement introduisons une dose de contre-pouvoir
ou de participation, suivant un peu aussi les valeurs de l'économie sociale et solidaire, dans la gestion, avec l'idée d'avoir un droit d'interpellation, voire un droit de regard des salariés ou d'autres parties prenantes sur la stratégie d'un certain nombre d'entreprises, le partage des bénéfices ou encore la rémunération des dirigeants. Il ne s'agit pas de revenir sur le pouvoir des actionnaires, mais d'avoir des garde-fous, d'une certaine manière, en donnant aussi une voix aux autres parties prenantes qui contribuent à la richesse de l'entreprise. Autre proposition est celle d'encadrer les échelles de rémunération. Et là, il y a eu un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire français qui ont mis en avant que dans leurs entreprises, ils avaient des écarts de salaire qui allaient de 1 à 10 ou de 1 à 20, avec des rémunérations de dirigeants qui étaient beaucoup plus correctes par rapport aux dérives de rémunération d'un certain nombre de responsables de la banque ou de la finance ou de grands groupes. Donc l'idée, là encore, c'est de dire qu'il pourrait y avoir une idée d'encadrer l'échelle des rémunérations, en tout cas de le faire savoir publiquement. Dernière partie, comme ça ça va laisser. Dernier chapitre, l'idée d'un New Deal sur l'intérêt général. Là aussi, ça pose la question de la régulation des services, ce qu'on appelle en Europe les services d'intérêt généraux, qu'ils soient économiques ou sociaux. Et donc là encore, c'est un certain nombre de propositions, comme par exemple moduler les aides économiques aux entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux. Pour prendre la France, l'aide publique aux entreprises, c'est à peu près 65 milliards d'euros par an. Et les contreparties qui sont demandées aux 65 milliards, en fait, il y a très peu de contreparties et il y a très peu d'évaluation sur l'effet que ça a. Donc il y a des controverses fortes sur les effets d'aubaine ou pas. L'idée, c'est de dire que là, comme le font un certain nombre de régions en France, on pourrait moduler ces aides en fonction d'engagements sociaux et environnementaux. Par exemple, insérer et embaucher des personnes en difficulté sur le marché du travail, avoir des politiques d'égalité en termes de rémunération ou d'accès aux postes de dirigeants entre hommes et femmes, avoir des processus de production et des bilans carbone plus économes en énergie. C'est des exemples, mais ça existe dans un certain nombre de régions françaises qui ont modulé leurs aides. Donc on proposait d'aller un peu plus loin. On proposait aussi de systématiser les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Donc ça, c'est des choses qui se font, mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc les marchés publics, c'est 120 milliards d'euros, par exemple, en France. Et l'idée, c'est de ne pas avoir uniquement le critère prix pour sélectionner un prestataire sur un service ou une entreprise sur un service d'intérêt général, mais d'avoir d'autres critères sociaux et environnementaux. Il y a des expériences qui se font, mais l'idée, c'est qu'il y ait des engagements des pouvoirs publics sur faire basculer 10%, voire 20% sur une mandature de la commande publique avec des clauses sociales et environnementales. Voilà, donc d'avoir des engagements chiffrés au-delà de l'expérimentation. Enfin, il y avait l'idée de donner une base légale à la convention de partenariat d'intérêt général. Là, l'idée, c'est de pouvoir sécuriser tout ce qui est soutien à l'innovation, tout ce qui est subvention et contractualisation entre notamment les associations et les pouvoirs publics, qui, dans le cadre européen, sont de plus en plus doivent faire de plus en plus face à une alternative qui est soit la mise en concurrence par appel d'offres, y compris pour fournir des services sociaux, soit la délégation de services publics. Donc, dans les deux cas, c'est le gouvernement qui définit le cadre de l'intérêt général et finalement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont une sorte de prestataires. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de services qui sont aussi issus directement, qui viennent du bas, qui viennent du terrain et on ne peut pas les enfermer a priori dans un cahier des charges et qu'il faut sécuriser légalement des formes de contractualisation et de conventionnement qui puissent permettre aussi des véritables choix politiques par les pouvoirs publics entre est-ce que je décide, y compris pour des politiques sociales, la mise en concurrence, est-ce que je décide la délégation de services publics, est-ce que je décide le partenariat et la contractualisation. Mais l'idée, c'est que ce soit un choix politique, mais que ce ne soit pas derrière un choix juridique ou technique où on dit on ne peut pas faire ça parce qu'on va être attaqué par les tribunaux. Donc l'idée, c'est d'avoir véritablement un cadre partenarial qui correspond en fait aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la co-construction de projets et de services avec les pouvoirs publics
plus que simplement être « est-ce que je suis un meilleur ou un moins bon prestataire pour répondre à la commande publique ?» Voilà, j'en ai terminé de ces propositions. Il y a d'autres chapitres sur, par exemple, démocratiser la consommation responsable, sur les questions d'emploi. J'ai bien conscience que toutes ces propositions sont à revisiter dans la situation actuelle. Et je sais que l'Espagne vit cette situation très fortement de réduction des dépenses publiques, de remise en cause de l'État-providence et des politiques sociales. Mais je crois que ça fera partie de la discussion. Et je crois que ce type de travail est intéressant parce que sur ces propositions, l'idée c'est que l'économie sociale et solidaire puisse faire des alliances avec d'autres acteurs économiques et sociaux. Donc c'était parce que ça dépasse uniquement d'une politique, on va dire, corporatiste ou sectorielle. Je vous remercie de votre attention. Bé, jo crec que ha estat molt interessant. Ara, tal com hem dit, procedirem al debat. Aquí, tal com hem dit abans, hi ha representants, diputats del Congrés i el Parlament, hi ha representants de Càritas, de l'Ajuntament de Barcelona, del Col·legi de Diplomats en Treball Social, de la Cooperació d'Entitats, la presidenta de l'entitat del Tercer Sector Social, la Confederació Patronal, el Consell de Treball, la Universitat de Barcelona i la Junta de l'Ateneu. Abans que tots vosaltres pugueu fer preguntes, passarem ara als que fan la controvèrsia en el ponent, que tal com us hem dit abans, són els nostres representants que d'alguna manera faran ara la controvèrsia. Sebas, comences tu? Vinga, doncs, que comenci el Sebas. Bé, bona tarda a tothom. Per mi és un plaer poder compartir aquest espai en el qual podem debatre aspectes importants de l'economia social i solidària. És obvi, pels que em coneixeu, que comparteixo moltes de les coses que s'han dit com una il·lusió, com un projecte sectorial que crec que és molt i molt interessant, però com se m'ha cridat venir aquí una mica per establir controvèrsia, doncs llavors el que faré serà unes reflexions en veu alta, que no són d'ara, són unes reflexions que m'acompanyen ja des de fa molt de temps, quan penso en tot això que abans anomenaven tercer sector, sector sense afany de lucre, ara economia social. I aquestes reflexions tampoc espero que el senyor Frese les contesti, no són preguntes, són més aviat reflexions en veu alta que si ell vol afegir alguna cosa, doncs jo li agrairé molt. Bàsicament són tres punts que intentaré sintetitzar-los ràpidament perquè tothom tingui temps d'intervenir-hi tal com està previst. El primer el relacionaria amb el que d'una manera molt simplista diré heterogeneïtat ideològica del sector. El segon punt tindria que veure sobre les fronteres, els confins, què és l'economia social, què no és l'economia social. I el tercer sobre la factibilitat, per dir d'alguna manera, d'aquesta utopia que mai pugui ser una realitat. El primer punt, el que podríem dir l'heterogeneïtat ideològica. Llegint les propostes que hem sentit ara, que m'he entretingut en llegir-les per internet i tal, hi ha una idea que en principi és molt atractiva, que és com si estigués havent en aquests moments, i en part és veritat, un moviment social que està estructurant-se a través de cooperatives, associacions, entitats sense afany de lucre, que se li atribueix un caire progressista per se. Jo tinc els meus dubtes, és a dir, si contemplem no solament el nostre país, sinó el nostre entorn de la Unió Europea, o ens anem més enllà a l'altra banda de l'Atlàntic, jo crec que dins d'aquest gran sac que seria el tercer sector, economia social, hi ha sensibilitats ideològiques molt heterogènies, algunes de les quals m'atreviria a dir que reaccionàries, xenòfobes, de tota mena. Aleshores, per què ho dic això? Perquè crec entendre d'aquestes propostes que hi ha com un desig que hi hagi una regulació del sector com si el sector en si mateix tot ell fos positiu
I jo és un dubte que tinc, no ho tinc clar. El segon punt que estaria relacionat amb això seria també el de les fronteres del sector, i que jo crec que té que veure ja no la qüestió ideològica, sinó la qüestió de l'operativitat, de la mecànica. Què fa aquest sector que sigui diferent del mercat? Què fa aquest sector que sigui diferent del sector estrictament públic? I llavors aquí hi ha els avantatges que pot donar aquest sector. El dubte que em ve aquí, que no sé com es pot resoldre, és el tema de la grandària de les organitzacions. És a dir, si són molt petites són irrellevants, si són molt grans poden perdre el seu sentit, la seva missió. A un li ve al cap les caixes d'estalvi, les mutualitats sanitàries, la mateixa Mondragón, que és una experiència del País Basc molt important de moviment cooperativista. Els reptes als que s'han anat enfrontant quan han anat creixent ha arribat un punt que els ha fet perdre la missió. És a dir, diríem que ara les caixes d'estalvi i les mutualitats sanitàries formen part de l'economia social, segurament moltes de les persones que aquí estan presents dirien que no. Llavors, és una altra pregunta que em queda. I la tercera, per acabar, és com fer aquest moviment una realitat rellevant per a les nostres societats, sobretot perquè tinc la sensació que és com perdoni l'expressió, a França no la coneixereu, aquí diem com un Guadiana, és un riu que hi ha al sud d'Espanya que desapareix en un lloc i torna a aparèixer més endavant. És com una idea que apareix amb molta força en moments de crisi social i econòmica. Al segle XIX van sortir tot el moviment cooperativista i les mutualitats en un moment de crisi i més a prop a la nostra història, als anys 80, quan aquí a la Unió Europea comencen a viure en els moments de crisi, postcrisi del keynesianisme i tal, torna a sortir aquesta idea i ara que estem vivint una nova crisi molt greu, molt profunda, tornem a insistir en aquesta idea. Per què no analitzem per què ha fracassat sempre? Per què va fracassar el 19? Perquè sempre estem com un moviment a les fronteres, però que no acaba de quallar, no acaba de desenvolupar realment en potència com per ser una alternativa. I aquestes són les reflexions que em faig. Res més, gràcies. Molt bé, gràcies, Sebastià. A continuació té la paraula Isabel Vidal, ella és catedràtica de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Tu mateixa. Gràcies. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per permetre'm estar aquí. Jo no seré tan escèptic, ja sabeu la meva trajectòria, jo vinc de l'economia social des de fa 30 anys, jo estimo l'economia social i per tant tindré un comportament menys escèptic sobre aquest tema, d'aquí ja el plantejament ja està sobre la taula. A veure, la proposta que ens fa, la primera idea és que Laurent Freix i el seu equip de gent fa ja més de 20 anys que està treballant en aquest laboratori de l'economia social i solidària. És el que ells anomenen que ells són socioeconòmics, és a dir, ells no són sociòlegs, ells no són economistes, ells són socioeconòmics. Jo crec que aquesta expressió l'he après d'ells. Després, tota la reflexió que porten d'economia social i economia solidària, com també ens ha recordat en Laurent Freix, no és un tema arrel de la crisi del 2008 cap endavant, sinó que fa 20 anys ells van començar amb el concepte de serveis de proximitat, sempre l'entitat, l'organització al servei del ciutadà. Per tant, és tota una evolució de pensament que arriba ara d'una manera una mica més sistematitzada amb aquestes 50 propostes que ens plantegen. En definitiva, el que ens ve a dir el Laurent Freix i el seu equip és una cosa que fa molt de temps que tirem cap endavant, que és l'economia al servei de la persona i no la persona al servei de l'economia. Penso que els moviments de Rochdale a mitjans del segle XIX amb el cooperativisme de consum, és veritat que va ser un moviment defensiu, és veritat que en els anys 80 és un moviment defensiu, però des del segle XIX fins avui el cooperativisme, l'economia social, el mutualisme, les associacions existeixen, possiblement amb els seus moments més d'èmfasis i moments menys de situació desapercibida.
Dit això, la proposta que fa Loren, la proposta que fa aquest equip de gent de que l'economia social solidària sigui un vector o sigui un dels vectors que permetin plantejar un model de desenvolupament econòmic distint al que hem conegut en els darrers 30 anys, personalment em sembla atractiva des d'un punt de vista acadèmic. I em sembla extraordinàriament importantíssim que ens ho plantegem aquí, aquest concepte d'economia plural que també ha plantejat en Laurent Freix, en el sentit que moltes vegades, massa sovint, començant pels professors, per simplificar, sempre parlem de sector privat, sector públic, però sempre entre el sector privat convencional i el sector públic convencional, sempre, 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 al llarg de tota la humanitat, ha existit tot un conjunt d'organitzacions que és ben cert, que també ho ha plantejat en Freix, que els polítics se n'en recorden d'ells o tots nosaltres, els ciutadans, ens en recordem d'ells en moments de crisi i, per tant, sempre l'utilitzem com un instrument de subsidiarietat. Vull dir, en moments de situacions que necessitem l'ajuda de tots, també ens en recordem d'aquesta gent. Per tant, penso que un altre dels temes que a mi sí que m'agradaria plantejar ja en clau catalana és que nosaltres també tenim un 10% de la població activa que treballa això que s'anomena economia social solidària tercer sector. És a dir, jo el que penso és que mentre que ells han fet l'esforç intel·lectual d'organitzar un grup heterogeni de polítics, sindicalistes, persones que creuen en la persona i s'han reunit i han pensat una miqueta, nosaltres també ho podríem haver fet tranquil·lament. Penso que aquesta divisió que hem allargat durant masses 20 anys, que nosaltres, uns són cooperatives, els altres són associacions, els altres són fundacions, un és el tercer sector social, l'altre és l'economia solidària, etc., això ens ha castigat una mica, sobretot ens ha diversificat massa respecte a tercers, als ciutadans tercers. Per tant, la meva primera proposta és que el sector pròpiament dit, és a dir, independentment del sector públic i del sector privat convencional, que ens reconegui, penso que el primer que tenim que fer és nosaltres unir-nos a fer pinya i visualitzar-nos amb una mateixa etiqueta, sigui la que sigui. A mi això sí que no m'importa. I un dels temes que sí que m'agradaria plantejar, que estava en les 50 propostes i que no l'ha plantejat per raons de temps, el Laurent Freix, és el tema de la visualització, de la promoció d'aquest concepte ja més ampli de l'emprenedor ciutadà, és a dir, o de l'emprenedor social, plantejant tant el tema de crear un laboratori, un foro, un think tank, que amb una web que reculli tot d'experiències i que jugui com faro, com observatori, com tot el tema de la formació. Un mea culpa a les universitats espanyoles perquè hem sigut els primers en no donar cap espai a tota aquesta nova manera d'entendre i de concebre l'economia. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Bé, té la paraula Rafael Hinojosa. Ell fou diputat especialitzat en qüestions socials i és expresident del Consell Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, entén molt i està molt al quid d'aquestes qüestions. Rafael, tens la paraula. Em sembla que d'això tots entenem poc. Bona nit i gràcies per permetre'm que... Primer, agrair al ponent la seva intervenció, la seva ponència, perquè ha estat una ponència incomplerta, perquè hi havia més coses que ell mateix volia dir i que les 50 preguntes recullen molts més temes, però ha fet una ponència, jo crec que molt didàctica. El que passa és que jo, tant a Catalunya, que efectivament també tenim un 10% de la massa salarial dedicada a aquest tipus d'economia, i també tenim una incidència important en la creació, una participació important en el PIB. Clar, França ens guanya per volum i segurament perquè fa molts més anys que s'hi dediquen.
Ells, en el document que hem tingut ocasió de llegir, de les 50 propostes de cara al futur, ells parlen d'unes 200.000 empreses que s'hi dediquen a aquest tipus de treball, d'economia social, i un 10% de treballadors que venen a ser 2 milions i una mica més. Però, esclar, jo, de les 50 propostes, inclús de la ponència d'avui, inclús de la intervenció dels dos companys de la taula, no he vist que es faci referència a un tema que per mi segurament no deu ser, perquè no és voluntari que no estigui en el document, i no és voluntari, no és per ignorància que no s'ha tingut en compte. Suposo que és voluntàriament que no se li dona un paper, que és el món sindical. Si tenim 2 milions, com que el document és una mica antic, ara deuen tenir potser 3 milions de treballadors a França que treballen en aquesta economia, que és una economia que incideix en un mercat, que seria una altra ponència, veure si la incidència en el mercat realment ha de tenir límit o no ha de tenir límit. Però aquest és un altre discurs. La meva curiositat és saber per què el món sindical no està present ni en les 50 propostes, ni en la ponència, ni en els papers que jo he pogut llegir aquests dies respecte a aquest futur que planteja la vostra organització. I segurament, ara em podríeu dir, sí que està, i està en un altre document que no he llegit. Si és així, demano disculpes, però jo no he vist que li dongueu cap importància al món sindical. Potser és que no l'ha de tenir, no ho sé. Per això vull que m'ho aclareixi. Bé, gràcies, Rafael. Ara passarem ja. La Cristina és la persona que coordinarà el debat, les preguntes i les respostes. Com creus que ho hem de fer? Que ara ja la gent faci les preguntes i aleshores que anem contestant entre tots, com penses que ho hem de fer? Ara el que farem és que s'establirà una mica de diàleg entre el ponent i també els contraversants de cara a aquests temes que han plantejat, i tot seguit passarem després ja a agafar totes les preguntes o reflexions de la sala, tant els que esteu a la primera planta com els del pis de dalt. No hi haurà cap problema perquè hi ha micros i es pot passar perfectament. Doncs, sí, Laurent, si tu veux. Contestar tu? D'abord, merci pour les questions et les remarques, les réflexions qui sont très stimulantes. Par rapport à la première intervention sur la diversité, les frontières, je pense que ce sera de toute façon toujours une question. On peut y répondre. Moi, je pense il faut croiser 3 dimensions. On peut croiser la dimension de forme d'organisation, et malgré tout, l'économie sociale et solidaire a créé historiquement des formes d'entreprise spécifiques. Ça, c'est un fait historique. Et c'est une réalité, d'une certaine manière, irréductible. Et donc ça, on peut partir de là. Je pense qu'après, il y a une dimension toujours de la question de la finalité économique, des activités économiques. Et là, ça devient plus flou, parce que c'est plus une approche statutaire. Et ensuite, il y a quelque chose qui est de l'ordre du politique et de l'institutionnel et qui appartient au contexte de chaque pays. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que les acteurs se retrouvent ou pas? En France, malgré leur diversité, globalement, les acteurs associatifs et coopératifs, historiquement, on dit, bon, on appartient quand même à une famille, et dans d'autres pays, dans d'autres réalités historiques, c'est différent. Donc ça, là, les frontières, elles seront toujours mouvantes, elles auront à la fois une dimension économique, mais elles auront toujours aussi juridique, mais aussi une dimension politique. La deuxième, c'est la question de l'utopie. Alors, c'est vrai ce que j'ai présenté, alors je réponds en même temps à Isabelle. Là, ce n'est pas un travail académique, c'est plus un travail prospectif de proposition. C'est avec une description des réalités, mais qui essaie de mettre en mouvement. Donc il y a une dimension toujours peut-être aussi un peu plus utopique. Est-ce que c'est un mouvement social? Et je suis d'accord que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des choses qui sont institutionnalisées, il y a des choses qui sont plus conservateurs. Voilà. L'idée là, c'était plutôt de se dire, est-ce qu'on peut avoir une projection collective positive? Mais ensuite, dans les 50 propositions, il y a tout un chapitre qui s'appelle les défis pour l'économie sociale et solidaire,
Et ces défis-là, c'est il faut vous transformer, il faut changer, il faut faire des alliances, y compris avec les syndicats, si vous souhaitez véritablement peser sur l'avenir de la crise et des sociétés. Donc c'est absolument pas gagné. Ça peut être aussi une forme régressive. On peut très bien imaginer que l'économie sociale participe aussi à la déstructuration de l'État-providence dans un certain nombre de ces sorties de crise. L'histoire n'est pas écrite. Donc c'était un chemin, certes peut-être un peu utopique et proposité, mais à partir d'une réalité empirique qui est diverse. Mais l'hétérogénéité du monde de l'entreprise classique est énorme. L'hétérogénéité également des gouvernements et des services publics est très importante. Donc il ne faut pas... Souvent on renvoie à la question de l'hétérogénéité de l'économie sociale, mais est-ce qu'il y a des acteurs économiques plus homogènes ? Ils arrivent, parce qu'ils sont peut-être plus forts et plus hégémoniques, à faire croire à une sorte d'unité, mais on sait bien qu'entre la grande entreprise et la petite et moyenne entreprise, il y a des réalités très différentes. Ensuite, je suis d'accord, là aussi, le projet... La question, justement, c'était de dire il faut aller au-delà de « nous existons comme réalité empirique », mais qu'est-ce que nous voulons faire ? Et l'idée, c'est de dire qu'il faut se projeter dans l'avenir, parce que sinon, l'environnement et le choc de la crise, vous allez la subir, et dans une direction qui ne sera pas forcément souhaitable, y compris pour votre projet au niveau local. Donc c'est vrai que c'est ça la dimension un peu utopique, mais elle n'est pas écrite. Troisièmement, c'est l'économie plurielle. On ne décrit pas en fait ici un projet alternatif. On décrit simplement que l'économie plurielle, une économie mieux équilibrée par rapport à une économie uniquement marchande, uniquement dominée par une seule forme d'entreprise, sur une seule forme de régulation, est nécessaire. L'économie sociale et solidaire peut y participer, mais aussi avec les acteurs publics. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un rééquilibrage, qui n'est absolument pas gagné vu ce qu'on... Mais c'est ça l'idée. Donc on est plus sur l'idée que finalement la biodiversité économique, c'est une autre manière de dire l'économie plurielle, c'est quelque chose de positif, et plus on réduit la biodiversité économique d'une économie, plus elle est vulnérable, y compris au choc externe. Par rapport à ce que dit Isabelle, je suis pas. C'est vrai que dans les périodes de crise, ça redéfinit les choses, mais ce n'est pas qu'une économie de crise. Je pense qu'on ne peut pas dire que l'économie sociale et solidaire, ça n'est qu'une économie de crise. Vous avez par exemple eu beaucoup de projets, ça dépend des pays. Qu'est-ce qui motive les gens ? Il y a la crise et la nécessité, mais il y a aussi le sens. Il y a eu beaucoup, par exemple, après les mouvements de mai 68, il y a eu beaucoup d'expériences économiques alternatives dont ils sont issus qui s'étaient pas liées à la question de la crise. La perspective, par exemple, d'un développement durable ou d'autres pratiques, c'est aussi beaucoup une source de créativité de nouvelles initiatives qui ne sont pas forcément liées à la crise. Donc c'est dire que c'est uniquement la créativité vient de la nécessité, c'est vrai, mais elle vient aussi de la volonté d'agir différemment dans l'économie. C'est aussi une puissante source de créativité. Donc je pense qu'on ne peut pas réduire l'économie sociale, l'économie solidaire. Et la question de la crise, ce qui est vrai, c'est peut-être que les autres acteurs les regardent différemment à des moments où eux-mêmes sont en difficulté. Voilà. Sur les syndicats, alors, les syndicats, un certain nombre de syndicalistes ont été consultés. Il y a un intérêt et des débats croissants en France avec le monde syndical. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même une forme de coupure qui peut être plus prononcée que dans certains pays. Je pense, par exemple, chez les amis québécois ou même dans certains pays d'Amérique latine. Donc il y a un intérêt, mais il y a, les passerelles sont encore à consolider. Là où il faut travailler, c'est sur la question de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire et de la représentation syndicale dans l'économie sociale et solidaire et de l'amélioration des qualités de l'emploi. Ça, c'est un sujet majeur. Et là, à mon avis, il y a des propositions qui sont d'ailleurs en partie faites. Mais lorsque l'on parle d'une gouvernance multipartie prenante, c'est vrai que je l'ai présenté plus par rapport à
les entreprises classiques. Mais en fait, cette proposition, elle s'adresse aussi aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Comment faire en sorte que les salariés, dans un certain nombre d'associations, par exemple, aient une représentation et leur mot à dire dans un conseil d'administration. Ça vaut aussi pour cette représentation multipartie prenante, elle peut valoir aussi pour des associations, des coopératives. Il y a des formes d'ailleurs nouvelles de statuts qui ont pu être créées, mais en tout cas la question d'avoir, y compris des contre-pouvoirs au sein des entreprises et des organisations de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une question qui vaut. Donc c'est pour ça que les propositions sont généralistes, et en tout cas il y a un intérêt des syndicats parce que maintenant l'économie sociale et solidaire, en tout cas ça a été souligné, est devenu un monde du travail avec des questions de ressources humaines, des questions de droits des travailleurs, des questions d'amélioration des compétences, et ça suppose que les employeurs avec les syndicats travaillent ensemble et peuvent aussi porter des propositions. Je pense que les syndicats étaient intéressés par les propositions sur l'échelle des rémunérations, sur les propositions faites sur la gouvernance des entreprises. C'était des propositions que les syndicalistes étaient prêts, et un certain nombre l'ont fait, à signer. Lorsqu'il y a eu des appels dans la presse, il y a eu des syndicalistes qui ont signé les 50 propositions en disant c'est une voie intéressante. Donc ils n'étaient pas complètement absents. Maintenant, entre signer, être intéressé et pratiquer au quotidien, c'est ça sans doute le défi. Molt bé, doncs, tu veux ajouter quelque chose, no? No? Ça va? Doncs, si ens hi sembla, podem començar doncs, a dialogar també tots plegats, i m'agradaria, si volen, aixecar la mà, perquè tenim micro i agafaríem paraules. Si, per favor, poden dir el seu nom quan intervenen i potser la institució, si volen, doncs fantàstic. Cristina, si hi ha preguntes. Sí, ja. Allà hi ha una pregunta, dues, tres... Sí, una, dues... Agafaríem aquestes tres primeres, dues aquí al davant i una a la filera d'allà, tercera. Una, dos... Ara voy a dar. 1, 2, 3, 4. Ah, sí? D'acord. Agafem primer les d'aquí baix. M'estan dient que els de dalt, sisplau, si volen baixar aquí baix, que hi ha alguna cadira, sillons buits, perquè per al micro no se sentiria. Es demana que baixin, sisplau. Bé, comencem per les d'aquí. Senyor? Sí, bona tarda. Soc Joaquim Coromines i soc un dels que van fundar la cooperativa Ecotècnia. Diguem que va començar primer amb autofinançament, després va haver de recórrer a Mondragón, després ja no en tenia prou i al final ha estat adquirida per la multinacional Alstom. I amb això vull fer referència. Estic molt d'acord amb el plantejament del Sebastià, però hi afegiria jo un altre aspecte, i és el tipus d'activitat, el tipus de producció, d'activitat econòmica que es fa. Per exemple, en la llista de valors que hi havia era una producció ecològica. Llavors, tot el que en lloc de ser producció ecològica sigui producció de gran mercat, doncs aquesta economia social ja no hi entrarà. La producció de proximitat, tot el que és... I això portarà a fer un tipus d'activitat, diríem, més de caire artesanal, per simplificar-ho molt, no de deslocalització a una economia global del món. Per tant, jo crec que això són uns límits que impedirà que l'economia social entri en segons quins sectors econòmics i adquireixi segons quines dimensions, perquè a partir d'un punt has de sortir i convertir-te en el mercat de valors i a partir d'aquí ja tot queda canviat radicalment. Molt bé, gràcies. Seguidament farem aquestes dues d'aquí i farem petites agrupacions de preguntes o intervencions. Bé, molt bona tarda. Abans que res, felicitar l'espai, felicitar la Rosa i l'Ateneu per aquesta iniciativa. I més que una pregunta intentaré dir-vos l'impacte, el nom, si perdoneu. Soc Núria Carrera, soc degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Doncs dir-vos que la perspectiva de la taula també, no solament del conferenciant, que també vull felicitar molt especialment,
és aquesta mirada d'en construcció. I agrair-vos el cant, clarament el cant que davant d'una crisi financera i de l'Estat, el lloc que tenim i que volem seguir ocupant els ciutadans i les ciutadanes. Jo crec que aquesta mirada és una mirada que en la intervenció d'avui és molt rellevant. I en quant a les mesures, enfortir els sectors socials en aquesta actual situació de crisi em fa reflexionar que de moment solament hem fet mesures de contenció i que col·loquialment en diem retallades, però que no hi ha mesures que ens portin, davant d'aquesta crisi, a enfortir els actors. Jo crec que vull fer notar aquest aspecte perquè en aquest moment considero que les mesures que estava plantejant són mesures de resistència, clarament, i de creativitat, i que en aquest sentit ens hauria de portar a un cert compromís dels serveis públics i, per tant, des d'una opció política, a fer una nova manera de fer, una nova governança que en algun moment també l'heu fet notar. Jo solament per acabar dir-vos que en clau catalana crec que davant d'aquestes noves eleccions hauríem de, i recullo la proposta que ha sortit de 3 intervencions, d'unir-nos per fer pinya i reclamar en els programes electorals, i aprofito que avui tenim companys que estan en el Parlament de Catalunya fins ara, de reclamar que en els programes apareguin aquestes mesures que vagin més enllà de mesures que puguin ser experimentals i per tant molt vulnerables i que ens portessin a una nova manera de fer. En aquest sentit, el nostre compromís com a col·legi de seguir investigant també i d'intentar aplicar alguns dels elements força que també les organitzacions i les entitats hauríem d'assumir. Bé, moltes gràcies. Si vols... Li vols passar amb l'Àngels? Bé, bona nit. Àngels Guiteres, de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. També, en primer lloc, agrair-vos moltíssim la iniciativa, aquest espai que crec que és molt important que puguem generar debat i reflexions, i agrair als companys de la taula totes les reflexions que ens heu fet al voltant de l'economia social. Jo comparteixo moltes de les coses que s'han dit i sobretot el poder anar avançant en aquest debat. I em venia al cap una primera reflexió, que l'economia social i les associacions, les cooperatives, el tercer sector social, les fundacions, lucratives i no lucratives, tota aquesta gran família heterogènia, jo crec que aquesta heterogeneïtat no tots progressistes en un sentit, o sigui, heterogènia, rica i plural, comentava Laurent Fraisse. Jo venia a la primera reflexió, som una família, no sé si ho som o no ho som, diem que ho som, sembla que ho som, però som una família, però jo crec que no ens coneixem suficient. Parlo aquí, a casa nostra. En aquest sentit, crec que una de les propostes que hauríem de fer-nos és el Lorena ens feia una proposta de crear aliances amb altres actors, que em sembla molt interessant i molt concreta, però jo penso que la primera és nosaltres enfortir-nos, reconèixer-nos i dissenyar, també l'Isabel en parlava, una estratègia d'aquesta visibilitat, d'aquest treball conjunt, del troncal que ens uneix, perquè això és, jo crec, part del que ens ha faltat. I no és que ressorgeixi en un moment de crisi, no, sinó que ara més que mai jo crec que som corresponsables tots de poder tirar endavant amb aquesta línia. Tot i la dificultat, tot i les diferències, hem de buscar el que ens pot avançar junts, perquè en aquest moment de crisi justament és el moment en què, la paraula no l'hem dita, però la cohesió social és més necessària que mai i a més és més necessària que mai pel desenvolupament econòmic del país, de l'emprenedoria social, per poder avançar amb les igualtats. Per tant, jo crec que és un punt
una proposta primera que puguem treballar per aquest reconeixement i per avançar cap a una estratègia conjunta i compartida que ens ajudi a tenir un futur diferent. Gràcies. Molt bé. Ara sí, Laurent, tu veux... Ah, perdona. Soc la Marta Esteve, de la Fundació IRES, i et volia preguntar, crec que el tercer sector s'ha fet molt a mida, el tercer sector social de l'administració pública, i ha après a relacionar-se amb l'administració pública, i això al final genera un problema perquè ens allunya de la ciutadania. Llavors, la meva pregunta és com l'economia social i solidària es pot acostar a la ciutadania, perquè al final és la complicitat, no? Com a opinadors, com a consumidors, com fer que la ciutadania sigui un impuls d'aquesta economia. Molt bé, gràcies. Laurent, si tu veux, cela, et après, il y aura un autre. Alors, merci pour les réactions, les commentaires. Quelques réflexions. C'est sûr que, et ça le reflète sans doute dans les propositions, la réalité, y compris de l'économie sociale et solidaire française, elle n'est pas forcément fortement présente, par exemple, dans l'industrie. Elle est plutôt en secteur bancaire, assurance, secteur agricole et beaucoup tout ce qu'on appelle les services à la population. Et donc, du coup, c'est vrai que, par contre-coup de cette présentation, cette question de est-ce que les entreprises de l'économie sociale peuvent être des grands acteurs de la globalisation, c'est une question, moi, sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais il y a quand même une tendance de dire que est-ce qu'on n'a pas été aussi, sans rejeter, trop loin dans les formes de globalisation, et je pense que ce qui motive aussi les gens, c'est de pouvoir avoir un peu plus prise sur des modes de consommation, de production dont ils ont l'impression qu'ils leur échappent complètement. Alors, je comprends bien qu'une coopérative peut produire et exporter dans le monde entier, mais je crois qu'aussi le terreau qui fait aujourd'hui que les gens ont envie d'agir en ce moment, c'est de dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont à la fois dans ceux qui veulent consommer sur leur mode d'épargne ou sur notre religion, un peu dépossédés, ils n'ont plus prise. Et je crois que c'est ça le moteur aujourd'hui plus de l'économie sociale et solidaire, plutôt que d'avoir peut-être l'utopie de concurrencer, je ne citerai pas les noms, mais des grands producteurs de téléphonie ou des grands producteurs d'automobiles, par exemple. Mais je reconnais que c'est une limite de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en termes de puissance économique. Moi, je crois plutôt à la combinaison entre un acteur économique fort qui s'allie et c'est une question, à une capacité aussi des citoyens à faire pression sur les acteurs économiques globaux et les grands acteurs. Et je crois que c'est la combinaison des deux qui peut faire un peu évaluer les choses. Et ça pose la question, effectivement, et ça abondit, la question des alliances. Et je crois que la question des alliances, elle est très importante. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à la situation italienne, c'est est-ce qu'il peut, par exemple, avoir des alliances entre des acteurs de l'économie sociale et solidaire et le mouvement des indignés en Espagne? Est-ce qu'il peut y avoir entre les manifestations catalanes sur le sens de ce que l'économie fait et l'économie sociale et solidaire? Parce que dans son hétérogénéité, c'est vrai que l'ESS n'est pas un mouvement social. En revanche, si à un moment, elle peut faire, à mon avis, écho avec des citoyens qui vont dans la rue en disant « ça n'est plus possible, les décisions économiques qui sont prises ne sont pas justes ». Et là, il peut y avoir à la fois peut-être des gens qui demain vont vouloir ou travailler, ou entreprendre, ou militer dans les initiatives de l'économie sociale et solidaire, mais qui peuvent aussi, à un moment... Et donc moi, je crois que c'est ça le défi. Et peut-être que la situation ici, critique aussi en Espagne, peut-être le permettre, parce que peut-être que nous, on a eu les 50 propositions en France, mais on n'a pas eu le mouvement des indignés. On n'a pas eu ce mouvement citoyen, et je ne suis pas sûr que ça va surgir forcément de l'économie sociale et solidaire. C'est un moment des acteurs qui disent « ça suffit, les mesures économiques que l'on nous impose ». Et là, il peut y avoir des alliances. Et donc, pour moi, c'est ça un peu
Et ça, c'est une manière de peut-être reconnecter avec les citoyens, même si je pense que je ne sais pas ce que vaut le dernier papier de Manuel Castel sur les pratiques culturelles alternatives à Barcelone, puisque l'on est à Barcelone, de toute une série de gens qui disent mais ils ne le font pas de manière publique et militante, ils le font de manière quotidienne, de retrait de pratiques qu'il appelle non capitalistes qui reviennent, mais comment faire s'appuyer aussi sur ces personnes-là pour faire alliance avec aussi des entreprises et des organisations plus anciennes. Et je crois que c'est aujourd'hui la proposition. Et les 50 propositions, ça peut être une voie, à vous d'inventer les vôtres, pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, même si on est très très différents. Mais la situation est tellement grave qu'on a tout intérêt à... Voilà, ok, j'arrête. Qu'on peut se retrouver ensemble sur des propositions communes au-delà de nos différences sectorielles, d'identité. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un pari, un défi, mais il faut essayer des choses et entreprendre des choses dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Em sap greu a vegades de tallar, però soc conscient que hi ha altres persones que també han demanat la paraula i volen parlar. Per tant, sisplau, els que havíeu dit, sobretot els que estaven a dalt i els hem demanat d'haver serien els primers. Tu estaves a dalt? La companya? Qui més? L'Esperança? On està l'Esperança? Aquí. Esperança, volies parlar també? No? Ah. Dos aquí, tres en aquest punt, 4. No, doncs mira, 1, 2, estava dalt vostè, 1, 2, 3, 4. D'acord? Vale. Abans que res, moltes gràcies perquè esteu aquí. Soc estudiant de tercer any de Treball Social a la Universitat de Barcelona. Soc una estudiant una mica decebuda de tot, perquè a la universitat només ens expliquen tot el que va malament. Ens estan preparant per un món que a fora ja no hi serà quan sortim. Ens diuen, sí, els treballadors socials abans podien fer treball social a les escoles, treball social als hospitals, però vosaltres no podreu, no ho fareu perquè tot això s'està desfent. Llavors, el que a mi m'agradaria, perquè avui he sentit, i jo la veritat vull felicitar la professora Isabel Vidal per dir que m'agradaria aprendre què són les empreses socials, perquè hem rebut però molt poca informació i no ens estem donant eines, perquè quan nosaltres sortim fora, nosaltres volem canviar coses, volem fer coses, no volem ser només funcionaris o complir només un horari, volem realment canviar les coses, perquè si no, no estaríem estudiant treball social. I la veritat és que necessitem eines i vosaltres són els professors i són els que sabeu, són els que ens poden ajudar ara. I la veritat és que a mi m'agradaria molt muntar una empresa social i m'agradaria molt treballar amb altres persones i m'agradaria molt conèixer la gent que està treballant ara en empreses socials i que està canviant el món ara, perquè jo vull també canviar les coses. Llavors, penso que la Universitat de Barcelona té un compromís, perquè què passa? Que molta gent acaba la universitat, surt i s'ha de pagar un màster per aprendre com muntar una empresa social, quan se suposa que hem estat 4 anys estudiant treball social. I jo crec que aquesta és una vessant de la qual ningú li interessa, o sí són idees, però no hi ha una assignatura que ens ajudi. Llavors jo demano, sisplau, a la Universitat de Barcelona que ens doni les eines per sortir i canviar el món, perquè si no ens quedarem enrere. El senyor... Hola, mon nom Narcís Costa. Premièrement, je vais vous remercier votre exposition parce qu'elle a été parfaite et très intéressante pour nous. Et second, je m'excuse mon mauvais français parce qu'il fait longtemps que je ne parle pas, mais j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Il y a des questions que je vous ai demandées, sont des questions transversales. Une, c'est si vous avez étudié pourquoi il y a des régions
où les coopératives ils sont beaucoup plus actifs que les autres. Par exemple, dans notre pays, dans le Pays Basque, les coopératives ils sont beaucoup plus actifs qu'à Catalogne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez étudié pourquoi c'est ça. Et la seconde question, c'est une chose que vous avez dit, c'est encadrer l'échelle de rémunération. Si vous pouvez développer un petit peu, hein, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? D'accord? Merci beaucoup. Hein? Moltes gràcies. Aquí, en aquestes fileres d'aquí, hi ha una senyora i un senyor. Primera senyora, que havia demanat primer la paraula. Espera't. Aquí. Hola, bona tarda. Em dic Conxita Faro, no entenc res d'economia, soc psicòloga, treballo des de fa molts anys a la pública, no soc funcionària, soc contractada laboral, i treballo a l'atenció primària. No tinc contacte amb l'economia, però sí amb totes les problemàtiques que generen de l'actual situació. I m'ha agradat molt el comentari que ha fet la noia que ha parlat del tema de com estava de poc integrat certes parts del coneixement amb certes altres parts, i crec que realment el repte és intentar integrar coses. O sigui, el repte de futur és intentar integrar molt més. Penso que molts dels problemes que ara ens estem trobant és que partim d'una societat que és molt individualista, que és molt especialitzada i que és molt agrupada en qüestions homogènies. Llavors, això ha estat molt bé, perquè penso que ens ha fet avançar molt en sentits molt concrets. O sigui, hem focalitzat cap a punts i en punts i en direcció s'ha avançat molt. O sigui, qui sap d'economia sap molt d'economia. Qui sap de, jo què sé, d'unes altres qüestions també en sap força. Jo penso que felicito, diguéssim, la iniciativa que ens ha explicat, que segur que m'he perdut moltes coses que no hi he entès prou bé, però la iniciativa que ens ha explicat el ponent, i m'agradaria que existissin més també en el nostre mitjà, que poder existeixen i jo no n'estic prou assabentada, o poder en tenim menys o poder no han agafat tanta envergadura. Llavors, el que sí que sempre són és iniciatives a nivell micro, o més, bueno, micro, o no molt micro, però que totes aquestes iniciatives més cooperatives, més d'integració, més d'idees, són més a nivell petit. I a mi m'agradaria que en algun moment, sobretot si hi ha algú que, no sé, que pugui estar en un nivell poder institucional més alt, o que des de la mateixa organització es pensés en fer algun debat que plantegés el tema, diguéssim, de la cooperació, de la necessitat d'integrar més els coneixements. Per què no existeix, per exemple, una conselleria d'Economia i Societat? O per què no existeix una conselleria d'Indústria i Sostenibilitat? O sigui, perquè si no, el que arreglem per una banda ho estem espaiant per l'altra. No sé, són conceptes que jo penso que els que tinguem clar que van molt lligats i que són idees, diguéssim, per fer una cosa una miqueta diferent de la que estem acostumats. Molt bé. L'altra paraula i llavors farem també el comentari d'aquestes 4 intervencions. Sí, bona tarda. Soc Toni Comín, que soc membre del Fòrum de Debat Social, però sobretot avui soc part impulsor d'un grup de reflexió i estudi que es diu Projecte Democràcia Econòmica, que ja fa una dotzena d'anys que ens vam posar a parlar precisament sobre aquestes qüestions i també m'ha escrit una mica. I evidentment no cal que et digui, diguem, això ja ho dono per fet, que nosaltres pensem que si hi ha una alternativa, una part molt important de l'alternativa es construirà des de l'economia social i solidària, diguem, que és una peça central de qualsevol horitzó de canvi real de la nostra manera de fer economia. La pregunta que et vull fer, d'entrada felicitar-te per la reflexió. Nosaltres, un dels debats més intensos que hem tingut i que entenc que també està darrere de totes les vostres reflexions és a qui li correspon el lideratge
en aquestes noves maneres de fer economia, si a la societat civil o al govern, perquè, deixem que faci broma, venint d'un país amb alta tradició anarquista com és Catalunya, la nostra convicció és que, a diferència del que ha sigut la tradició socialista al segle XX, amb aquesta nova manera de plantejar les alternatives, el protagonisme és de la societat civil. Qui fa banca ètica són les persones, qui fa cooperatives són les persones, qui fa consum responsable són les persones. En canvi, vosaltres venint de França, que evidentment sou un referent per tots els que hem tocat una mica aquestes qüestions, li doneu a la iniciativa pública un paper bastant important, diguem. Nosaltres sempre tenim la sensació que el govern, les lleis, ell ha parlat de la universitat, tu has dit la conselleria, nosaltres ens fa por aquesta aproximació perquè volem que el lideratge del canvi el tingui la societat civil. No volem, pensem que aquest tipus de canvi només pot ser liderat des de la societat civil. Ràpidament tenim el xip de donar-li al poder públic, a la institució pública, perdona Cristina, a les institucions, i vaig acabant, a les institucions públiques la responsabilitat, quan nosaltres pensem que no, que la responsabilitat, quan es posen les experiències que tu has posat sobre la taula, és la gent que s'ha autoorganitzat per fer això. Però en canvi, i acabo, venint de França, a les vostres 50 propostes realment hi ha un requeriment important pel que fa a la regulació, pel que fa a fons d'inversió que entenc que serien de participació, d'impuls públic, etc. El tema de les escales salarials han de ser també construïdes des dels poders públics, aquestes propostes d'escales salarials enquadrades que deies tu. Quin paper creieu que convé que tingui el sector públic, el govern, la legislació, la regulació? És només d'acompanyament? Va darrere? Va davant? Suposo que s'entén una mica aquí en la reflexió. Molt bé. Je suis content que ça suscite du débat, des réactions, des commentaires. Enthousiasme ou de colère, c'est bien. Sur la question du travail social, je vais peut-être, et l'interpellation de l'Université de Barcelone, je laisserai peut-être Isabelle Vidal répondre. Mais peut-être pour dire que, il y a des initiatives historiquement, en tout cas du moins en France, notamment sur tout ce qui était l'insertion par l'économie, qui sont issues du travail social. Des gens qui ont dit il faut trouver des solutions différentes que le face-à-face classique entre une personne et un travailleur social. Là, je pense que voilà, il y a eu des périodes historiques où effectivement il a pu y avoir un lien entre travail social et créativité et entrepreneuriat sous des formes diverses. Deuxième réflexion par rapport peut-être à la dame, la psychologue, il me semble que l'individualisation, je ne suis pas psychologue du tout, mais l'individualisation, elle est aussi le produit d'un certain nombre de politiques. Et l'individualisation, notamment du social, a été produite sur la personnalisation, du suivi individuel, ce qui fait que les dimensions collectives du travail social et les dimensions collectives des politiques sociales, qui pourraient faire des ponts, a été aussi produite par des effets, à mon avis, de dispositifs qui sont peut-être à interroger. Mais je ne connais pas suffisamment bien pour aller plus loin. Sur les coopératives et les distributions, alors moi je ne suis pas spécialiste du Pays Basque, et donc je vais dire sans doute des banalités ou des erreurs sur la réalité de ces... Mais ce qui est vrai, c'est qu'on... Et surtout, je n'ai pas étudié, mais ce que j'ai, on va dire, entendu, c'est que là où il y a des régions avec une identité culturelle forte, il y a des traditions fortes d'économie sociale et solidaire. Par exemple, vous avez une tradition au Québec, ce n'est pas complètement... si au Québec, il y a un mouvement, il y a des acteurs organisés, ce n'est pas un hasard, il y a une tradition... voilà. On s'aperçoit même que, même en France, par exemple en Corse, il y a un certain nombre d'initiatives. Et donc, quand il y a une identité, ça crée aussi, on va dire, une solidarité et on va dire un terreau pour la coopération qui existe. Après, peut-être qu'il y a sans doute, d'après moi ce que j'ai compris, des histoires aussi politiques qui font que la forme coopérative a pu être à un moment aussi investie. J'étais avec Isabelle Vidal il y a 2 ans ou 3 ans à Hong Kong dans un séminaire sur l'entreprise sociale
dans les pays asiatiques. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en Chine, par exemple, créer une association, ça reste très compliqué parce que c'est un acte politique subversif. Qu'est-ce que font les gens? Ils créent une entreprise sociale, parce qu'avec une entreprise sociale, c'est un statut commercial. On peut essayer de poursuivre une cause écologique, agir dans une cause, et on est finalement moins soupçonné du pouvoir. Donc finalement, il y a des formes parfois économiques qui peuvent être des formes d'engagement. Donc il y a un contexte aussi du degré de démocratisation ou pas d'une société qui peut expliquer l'importance ou non, par exemple, de la forme coopérative. Et puis après, il y a l'importance de l'économie sociale, c'est lié aussi au poids économique. En tout cas en France, par exemple, l'emploi de l'économie sociale est plus important dans des zones, c'est vrai, est moins important dans des grandes métropoles, par exemple en région parisienne, où il y a une concentration des gros acteurs économiques. Le poids de l'économie sociale est moins fort que dans des zones plus équilibrées ou parfois dans des zones rurales où on peut atteindre 16-20%. Donc là aussi, il y a la concentration des acteurs économiques, d'autres acteurs qui peut expliquer les différences. Mais c'est des indications, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. En tout cas ni du Pays Basque, ni de la coopération en Catalogne. L'échelle des rémunérations, ça c'est dans la loi française sur ce qui est appelé les entreprises solidaires. L'échelle de rémunération est devenue un critère pour définir ce qu'est une entreprise sociale ou solidaire. C'est-à-dire que l'écart des salaires peut être vu comme justement un critère du caractère social ou solidaire entre les dirigeants et les employés d'une entreprise. Et cette proposition, elle a été faite plus généralement dans le contexte, je ne sais pas en tout cas espagnol, mais en tout cas je sais qu'en France, aux États-Unis, c'est le cas, où les échelles salariales dans un certain nombre d'entreprises et la rémunération d'un certain nombre de dirigeants ont explosé, sont devenues indécentes. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un certain nombre un affichage, d'avoir des échelles de salaire plus décentes et qui sont plus conformes à ce qui existait ailleurs il y a 30 ans, 40 ans. Mais ça crée beaucoup de débats dans l'économie sociale et solidaire, notamment dans le secteur bancaire, où il y a eu un certain nombre de discussions et d'oppositions parce qu'ils ne sont pas sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 20 dans ces secteurs-là. Et donc la question n'est pas réglée. Voilà, je ne sais plus si j'ai dû sans doute oublier quelqu'un. Molt bé, com que la Isabel volia... Il y avait la question du monsieur sur... je ferai une... Oui. Là-dessus, je pense qu'il faut faire avec les traditions des contextes nationaux et locaux. C'est vrai que, par exemple, en France, vous avez beaucoup d'élus, depuis 10 ans, des élus à l'économie sociale et solidaire dans les collectivités territoriales. Et ça, c'est peut-être une sorte de travers français, où en France, pour avoir l'impression d'exister, il faut avoir un élu et une place dans l'administration. Mais ce n'est pas, une règle à suivre. Simplement, c'est vrai que le jeu politique fait que... Donc, après, peut-être les acteurs dans les pays du Sud vont considérer que justement l'autonomie politique se gagne par une autonomie économique. Et c'est comme ça qu'on sera fort, une force d'interpellation. En France, c'est aussi dans une forme d'interpellation des pouvoirs publics, parce que c'est aussi une sorte de tradition. Elle n'est peut-être pas, à mon avis, bonne et à suivre, mais c'est la path dependency la dépendance du sentier sur lesquels il faut prendre en compte. Pour information, donc ça c'est juste information, il y a eu depuis 10 ans plusieurs centaines de collectivités territoriales qui ont une compétence économie sociale et solidaire qui n'existait pas il y a 15 ans. Et il y a avec le nouveau gouvernement un ministère de l'économie sociale et solidaire. Bon, ce n'est pas la panacée, mais c'est une information que je vous livre, donc il faut peut-être suivre un petit peu ce qui peut se produire. Jo simplement
penso que la universitat, en general, les universitats catalanes estan al servei dels ciutadans i amb això vull explicar-me. Els vull explicar 2 o 3 anècdotes que han passat a la Universitat de Barcelona en concret, que és l'única que conec. La Universitat de Barcelona fa 15 anys va a la facultat, a lo que és la facultat d'empresa, que ara s'ha unit, però hi havia una escola d'empresarials en què tenia una assignatura que s'anomenava Economia de la Cooperació i que fonamentalment era l'única assignatura, 6 crèdits, d'un total de 200 i algo crèdits, i que permetia que els estudiants d'econòmiques i d'empresarials, és a dir, els futurs dirigents, també tinguessin 4 nocions sobre el concepte d'economia social en el sentit ampli de la paraula, associacions, fundacions, els diferents tipus de cooperatives, etc. Ha desaparegut. Va sorgir amb un pla d'estudis perquè va haver un professor que estimava, que no era jo, que estimava molt el cooperativisme i va tenir poder polític dintre de la casa, dintre d'empresarials, per col·locar-la. I després jo l'eina la vaig donar. Ara ha desaparegut amb el pla, amb el grau, amb aquesta història del grau, ha desaparegut i a la Facultat d'Econòmiques en aquests moments no hi ha cap indici del tema. Jo l'únic que vull dir és que tampoc el sector ho ha reivindicat, és a dir, jo penso que el sector de l'economia social ni sabia que existia aquesta assignatura ni sap que ha desaparegut aquesta assignatura. Per tant, culpa de la Universitat de Barcelona i de la falta de sensibilitat per part nostra dels professors, però també penso que falta d'una certa comunicació i diàleg entre el sector i la universitat. Una segona anècdota. Els estudis de grau de treball social, i aquí tenim a la Teresa Rossell, que va ser la seva directora, i Cristina Rimbau, que fins ahir ha estat la cap d'estudis, van incorporar també en el programa anterior una assignatura flamant optativa que s'anomenava Economia Social. No es matriculava ningú, o com a molt es matriculaven 5 persones d'un col·lectiu de 2.000 persones. En aquests moments va desaparèixer. Ho dic perquè va desaparèixer, evidentment. Vull dir, no hi havia estudiants. Era veritat que era un moment de creixement econòmic, era veritat que era un moment de perspectives de que tots funcionaris, i era veritat que igual el títol no era el més adient perquè la paraula economia fa por a la gent de treball social, és a dir, possiblement el nom no era el nom més adient. Aquí també, en aquests moments, i gràcies a la gent de treball social, vull dir, gràcies als professors de treball social, hi ha una assignatura sobre 200 i alguna cosa, que llavors ja és obligatòria i que s'anomena Elements d'Economia aplicada a serveis socials, en el que una part, i seguint les instruccions de la Cristina, una part molt important d'aquesta assignatura s'utilitza perquè aquest estudiant visualitzi això de l'economia social, solidària, tercer sector, és a dir, fem virgueries perquè càpiga tot. El que sí, i aprofito el micro, a la pròxima revisió del pla d'estudis, a la pròxima revisió sí que convido al professorat de treball social que estudi la possibilitat d'incorporar una assignatura, encara que sigui optativa, de nom empresa social o un nom atractiu per la gent de treball social i que no es planti gaire. Jo faré aquelles coses tan horroroses que s'han de fer de tant en tant, però avançant l'hora i tot el treball que portem fent, aniríem tancant l'acte. En aquest moment, l'Esperança m'ha demanat que, per favor, i amb la vènia del president de l'Ateneu, que ja avui hem ocupat la casa més enllà de l'horari previst, doncs li donaria la paraula a l'Esperança i ja tot seguit faríem la cloenda de l'acte. És assenyalar que avui tenim a Catalunya experiències interessants d'economia social i solidària que em sembla que el que ens passa és que ho tenim de manera fragmentada i sovint no li donem una unitat. A informació per tothom, Isabel també per tu, doncs ja fa algun temps que vam intentar alguna gent crear una càtedra d'economia social i solidària aquí a Catalunya.
Vam intentar parlar amb la Universitat de Barcelona, no ho va veure adient en aquell moment, precisament pel que tu assenyales, també amb la Universitat Autònoma, i finalment va ser la Universitat Abat Oliba que ens va acollir a un grup de gent amb l'experiència francesa, i en aquests moments funciona ja per tercera edició un postgrau en Economia Social i Solidària i un observatori de l'economia social a Catalunya. Ho dic perquè és important que intercanviem, jo culpable també per no socialitzar aquesta informació, i dir-vos que comptem amb dues lleis a nivell estatal que són altament interessants, que és el de l'economia social, que ha donat visibilitat al sector, i l'altre és el de les empreses d'inserció social, que en aquests moments, elles soles, al voltant d'Espanya estaríem al voltant de 400-500 empreses i Catalunya és pionera i en tenim aquí al voltant de 100. Per tant, estaria bé posar en relleu allò que fem, veure d'on partim, on estem i sobretot, Laurent, veure on volem arribar també amb la teva ajuda. Gràcies. Molt bé. Perdona. Llavors, és que més que res, ja que hi ha una catedràtica de teoria econòmica, recordar que a l'estat espanyol el salari mínim ocupa el 24è lloc a la Unió Europea. Per baix. O sigui, si hi ha 27, ocupa el 24. Només estan pitjor Portugal, Bulgària i Romania. Si aquest se tira l'indicador a les empreses que competeixen en un mercat global. Perquè ja s'ha posat l'exemple que es va vendre a una multinacional per les dificultats de competir amb una mà d'obra cada vegada més barata. Aquesta és la Júlia Montserrat. Point de référence parce que le salaire minimum ici est très bas par rapport aux autres pays de l'Union européenne, comme vous le faisiez. Un moment, i Laurent, potser tu veux dire quelque chose un peu par rapport à la France? Par rapport aux formations, ce qui a changé dans le paysage français, c'est que depuis maintenant en fait, il y a 10 ans, il y avait peut-être 2-3 masters autour de l'économie sociale et solidaire, et aujourd'hui, il y en a énormément, même presque trop. Donc les choses peuvent en 10 ans évoluer vite, y compris moi, mon laboratoire appartient à un réseau qui s'appelle le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire et qui rassemble une quinzaine ou une vingtaine de masters en France, mais en fait il y en a encore plus. Et après il faut se poser la question à un moment, la question des débouchés, parce que quand il y en a trop, voilà. Mais ceux qui marchent bien, c'est vraiment ceux qui sont des masters professionnalisants avec une vraie interaction et connexion avec le milieu, avec des intervenants du milieu et avec des formes de débouchés, de stages, et qui fait que finalement c'est un milieu professionnalisant où on peut trouver un certain nombre de débouchés. C'est ces masters-là qui fonctionnent bien, où il y a véritablement un réseau territorial d'acteurs qui travaillent avec l'université. Après, la question, c'est qu'il ne faut sans doute pas qu'il n'y ait que des masters, mais que cette thématique-là, il y ait des cours dans d'autres disciplines, d'économie sociale et solidaire, en économie, en travail social. Il peut y avoir des cursus de quelques heures pour avoir une sorte d'initiation bien avant le master. C'est, à mon avis, aussi nécessaire et utile. Sur l'échelle des salaires, l'échelle des salaires, là, on reste dans un contexte national avec des références en tout cas en France, il y a un salaire minimum. Donc la question, c'est effectivement par rapport au salaire minimum que cette échelle des salaires peut être en tout cas pensée. Et je pense qu'après,
chercher à la fois la question d'équivalence dans chaque pays, mais aussi des réflexions, à mon avis, sectorielles. Parce qu'on ne peut pas... Il y a des différences de niveau de salaire selon aussi les secteurs. Et donc ça, c'est une distinction. Et la question, il faut que les entreprises d'économie sociale se comparent sectoriellement avec d'autres entreprises. À ce niveau-là, la question, le défi pour l'économie sociale et solidaire, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Parce qu'il y a aussi beaucoup de travail à temps partiel, de travail précaire. Et là, il y a un défi, pas pour tous les secteurs, mais un certain nombre de secteurs, d'améliorer la qualité du travail. Et la qualité du travail, ça passe aussi par la rémunération. Donc ça, c'est un défi aussi interne. Après, la question, c'est effectivement, la revendication, c'est aussi que ça puisse être une question qui puisse être posée à l'ensemble des acteurs économiques. Et ça, après, c'est la question de l'harmonisation au niveau européen. Sans doute que le président français qui vient d'être élu a fait une proposition un peu irréaliste en disant qu'il allait taxer à 75% tous les revenus qui étaient au-dessus de 1 million d'euros. La question, c'est dans le contexte européen de concurrence fiscale. Et je prends ça parce que ça, c'était la réponse à la question des inégalités sur les hauts revenus. Ça a été une réponse fiscale, pas une réponse interne. Mais est-ce qu'on peut faire un traité budgétaire qui dit que tous les pays doivent avoir les mêmes objectifs budgétaires si on ne fait pas à côté un traité fiscal sur ce genre d'harmonisation? Et donc, du coup, finalement, on a des contraintes monétaires, des contraintes budgétaires fortes, et en même temps, on continue à avoir des fiscalités très différentes qui font que je ne sais pas combien de temps la proposition de taxer à 75% sera tenable au vu des différences de fiscalité du patrimoine ou des rémunérations. Voilà. Je prends cet exemple-là pour dire effectivement que l'interaction... Alors la proposition-là, elle est plus une proposition interne qu'une proposition sur la fiscalité. Mais c'est une question d'autres de manière provocante. On posait la question, il y a un revenu minimal, est-ce qu'il ne faut pas aussi des revenus maximaux? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un moment à la même société si on peut même pas, si on doit être obligé de prendre une calculatrice et ne plus pouvoir mentalement calculer les différences de revenus entre ceux qui gagnent le moins et ceux qui gagnent le plus. Donc je renvoie un peu une question un peu générale parce que je crois que c'est une question qui concerne tous les pays européens sur une question aussi de l'harmonisation fiscale, alors que la pression est très forte sur l'harmonisation budgétaire. Bé, fa 2 hores ja que estem de debat. Això ja dona la pauta que ha estat molt interessant, molt participatiu. Jo dono les gràcies d'una manera molt particular al ponent. Crec que ha estat molt bé, ha tocat temes molt interessants i aleshores em pregunto, sortim d'aquí més savis, més satisfets, més il·lusionats? Jo crec que tots, després d'aquest debat, sortim d'aquí amb ganes de continuar debatent, amb ganes de continuar apoyant aquesta iniciativa que ell ens ha explicat i amb ganes de continuar treballant junts. Gràcies a l'Ateneu, que ens ha deixat aquest espai de controvèrsies que ha estat molt interessant. Gràcies al president, que encara està aquí, i procurarem, evidentment, continuar aquests debats. I gràcies a tots, amics i amigues, que heu volgut participar amb nosaltres. Moltes gràcies a tots.